C'est un grand jour. Le cheikh de Dubaï doit annoncer la ligne directrice de la politique culturelle de l'émirat. Tout le monde est présent. La cour, la famille, la presse internationale. Cheikh Mohammed Ben Rached Al Maktoum, l'émir de Dubaï, le souverain absolu. 2 épouses, 19 enfants et une famille qui règne depuis 1833 sur l'émirat. Sous leur influence, Dubaï connaît une expansion économique et urbanistique fulgurante. Mais aujourd'hui, le cheikh Al Maktoum veut promouvoir la culture. Il a créé une administration ad hoc, à la tête de laquelle il a placé le prince Majid, son fils âgé de 22 ans. Un immense quartier culturel doit voir le jour dans le vieux centre de Dubaï. 10 musées, 14 théâtres, 11 galeries, 9 bibliothèques publiques et une grande salle d'opéra. De grands gestes, de grands plans. Dubaï, qui est à la pointe du progrès, veut aussi devenir une métropole culturelle. Le cheikh disparaît soudain dans la limousine numéro 1 pour son prochain rendez-vous, où l'attendent d'autres projets de grande ampleur. Dans le fond, Dubaï est un lieu dominé par le vide, et ça m'attire énormément. Le vide a quelque chose d'attrayant, surtout quand on a pour mission de le remplir. Dubaï est la ville des superlatifs. Le plus haut gratte-ciel, des chantiers pharaoniques, une croissance économique prodigieuse. Et la culture dans tout ça. Dire que Dubaï est un désert culturel, c'est sans doute exagéré. Les Émiratis ont un artisanat et une musique traditionnelle. Bien que nous portions des vêtements traditionnels et que nous soyons toujours un peuple très conservateur, très attaché à nos traditions et à notre culture, nous sommes une version moderne de ce que nous étions autrefois. Dubaï part de zéro pour ce qui est de l'art visuel. Ce que je trouve très excitant, c'est que ce pays ne croule pas sous des tonnes de bagages culturels. L'art qui a été créé récemment aux Émirats arabes unis n'a jamais été sujet à controverse. Pas encore du moins. Ça arrivera sans doute un jour, mais jusqu'ici, ça n'a pas encore été le cas. Prenons une expression simple comme orchestre philharmonique. Quand on passe un coup de fil à la direction d'un service, la secrétaire n'est pas capable de la prononcer. Et elle sait encore moins les plaies. Seuls 15% des habitants de Dubaï sont des Émiratis de souche. Les autres sont originaires de plus de 200 pays. Tous venus pour tenter leur chance et gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Dubaï est-il un désert culturel? Peut-être pas. Dans l'émirat qui se développe à la vitesse grand V, on voit naître une scène culturelle très prometteuse qui attire des passionnés du monde entier. Michael Schindelm a été recruté par un chasseur de têtes. Il était à la tête des opéras de Berlin avec des budgets restreints et beaucoup de tracasseries. Les cheikhs l'ont nommé directeur de la culture. Il dispose maintenant de crédits faramineux. Quant aux tracasseries, il attend de voir.
Michael Schindelm est l'un des nombreux étrangers qui ont succombé à une offre d'emploi irrésistible à Dubaï. Hormis un salaire royal et l'exonération d'impôts, fait-il bon vivre à Dubaï? Si la vie est agréable ici, disons qu'il y a une différence entre fascination et beauté. On n'est pas forcément fasciné par ce qui est beau, et on peut aussi l'être par quelque chose de motivant, dont le contexte n'est pas simple à définir. Le quartier des finances, lieu de travail de Schindelm. Son administration, baptisée Dubai Culture and Arts Authority, est installée au milieu des bureaux des banquiers et des courtiers. Tassé dans ces quelques mètres carrés de bureaux, les plus chers de la ville, Schindelm et son équipe doivent créer un projet colossal. Dans ce milieu où seul prime le rendement, le spécialiste allemand des salles d'opéra veut instiller un tout nouvel esprit. Il est certain qu'on me prend un peu pour un fou, parce qu'au milieu de tous ces hommes d'affaires, j'ai apporté une autre forme de communication et de réflexion. Certains ont eu besoin de s'y habituer. À l'inverse, j'ai dû moi-même m'accoutumer à cet univers hyper organisé et dicté par le logiciel PowerPoint. C'est aussi un aspect contre lequel j'ai dû me défendre. En été, il fait chaud à Dubaï, très chaud. Les températures peuvent atteindre 50 degrés à l'ombre. C'est le règne de la climatisation, parfois jusqu'à la démesure. Ici, dans le paradis du ski, la neige tient toute l'année. Les centres commerciaux sont des refuges très appréciés. Ils sont immenses et climatisés. Mais on n'y vient pas seulement faire des emplettes. On y rencontre des amis, on fréquente les cafés, on passe son temps à flâner. Une culture de la consommation, pour ainsi dire. Pour Michael Schindelm, acheter de la culture ne suffit pas pour devenir une oasis culturelle. Mais il a bien du mal à le faire comprendre aux Émiratis. Certains, comme Michael Al-Gergaoui, lui prêtent néanmoins une oreille attentive. Issu d'une famille influente, il a été chargé de définir la politique de l'administration de la culture. Je pense que Dubaï a un besoin urgent d'art et de culture. C'est une ville multiculturelle. Bon nombre d'habitants viennent du monde entier. Nous avons besoin d'utiliser l'art comme une plateforme unificatrice pour mieux faire comprendre les différentes cultures. L'art est le seul domaine dont nous pouvons discuter ensemble sans préjugés. La politique est arbitraire, l'économie et le sport aussi, et même les actions caritatives sont arbitraires. C'est très compliqué. Alors que pour l'art, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit. Une ville comme Dubaï peut profiter d'une telle plateforme artistique. Elle peut aussi contribuer à l'enrichir. Notre objectif n'est pas de réunir simplement des gens du monde entier autour de l'art, mais d'offrir une plateforme pour que les différentes cultures se comprennent mieux les unes les autres. Le Creek est un bras de mer qui s'étire tel un fleuve à travers Dubaï. C'est ici que tout a commencé, quand la ville était encore un hameau sans importance. C'était avant le boom pétrolier, avant que des gratte-ciel ne se dressent sur les rives. Le Creek, c'est la vieille ville de Dubaï. Martin Niles vient régulièrement se promener dans ce quartier où résident principalement des Indiens. Le compositeur germano-hongrois a été invité à Dubaï pour composer une œuvre inspirée par la ville. Pour Martin, certains aspects sont sujets à critique, surtout en matière de culture. Il ne suffit pas d'acheter de la culture pour façonner un paysage culturel riche. Je trouve que la ville de Dubaï est un creuset idéal pour la culture. Mais la conception de la culture n'est pas du tout la même qu'en Europe, par exemple.
Quand on compose, on est plongé dans un état très particulier. On est dans une tension extrême. On perçoit ce qui nous entoure d'une toute autre manière. Je suis très influencé par les expériences corporelles et spatiales. Et ici, j'en ai trouvé à foison. Les lieux qui m'intéressent le plus, ce sont les chantiers qui viennent de commencer. Ce sont les endroits les plus laids de Dubaï. Ils ne sont pas indiqués dans les guides touristiques, bien évidemment. Je trouve ça terriblement excitant de voir des grues et tous ces ouvriers qui transforment la ville en l'espace de quelques mois. Tout est reconstruit à neuf. Même ce qui est traditionnel et kitsch, artificiel. Ici, ils font très attention aux traditions des Émirats. Bastakiya, une vieille ville semblant sortir des mille et une nuits. C'est ici que Marton a été logé avec son piano à queue. Le quartier plaît aux étrangers. Bastakiya ressemble à Dubaï avant le boom pétrolier. Il n'y a ni route goudronnée, ni gratte-ciel. Les touristes y viennent si nombreux que les autorités ont décidé d'agrandir la vieille ville. Des immigrés construisent un vieux Dubaï qui correspond à l'image qu'en ont les bourgeois cultivés d'Europe. Question. S'agit-il d'anciens bâtiments rénovés ou de nouveaux bâtiments construits à l'ancienne? Ce quartier de la ville ressemble à un musée. Il est stérile. On se demande ce qu'il y a d'authentique ici. Ces maisons sont pourtant bien réelles. Mais tout est artificiel. L'artificiel à la côte à Dubaï. La première mission de Michael Schindelm est la création d'une salle d'opéra sur une île artificielle. Cet ouvrage spectaculaire a été dessiné par Zaha Hadid, une architecte anglo-irakienne très en vogue. Coût prévisionnel, il dépasse le $1 milliard. Pour faire de Dubaï une métropole culturelle aux yeux du monde entier, Michael Schindelm s'est entouré des meilleurs spécialistes dans leur domaine. Nous voulons présenter une idée globale de la culture de Dubaï. Montrer son visage, son dynamisme et ses ressources humaines. J'aimerais par ailleurs présenter Dubaï comme le lieu d'un développement culturel nouveau. Je ne suis pas sûr qu'on puisse appeler ça une culture globale, mais il s'agit en tout cas d'une nouvelle forme de culture. Michael Schindelm veut créer un pavillon Dubaï pour Art Basel, une des plus grandes foires internationales d'art contemporain au monde. Pour ce faire, il a engagé l'architecte néerlandais Rem Koolhaas et le commissaire palestinien Jack Persekian. Les deux hommes sont chargés de coordonner l'élaboration du tableau culturel de Dubaï. À Dubaï, les nuits sont très courtes et les discussions le plus souvent épuisantes. Est-ce qu'il y a du café? Quand une ville connaît une expansion fulgurante, où la vie culturelle trouve-t-elle refuge? Dans le centre commercial d'à côté, par exemple. 3 frères palestiniens y ont fondé une école de musique, mais la musique reste une affaire privée. Bienvenue à la Music Chamber, la grande fierté et la grande joie de notre projet musical à Dubaï. C'est ici que nous donnons les cours. Nous avons 500 élèves et nous disposons de 15 salles.
Nous enseignons la pratique de nombreux instruments. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire de la musique à Dubaï. Notre rêve, c'est de diffuser cette culture. La ville est comme un aimant qui attire les talents du monde entier. 1, 2, 1, go! La plupart des enfants sont des immigrés, et pas un seul émirati à cause du Coran. La musique est susceptible d'être immorale parce qu'elle détourne les musulmans de leurs devoirs religieux. Raoui Abeido, le directeur de l'école de musique, devra se montrer très convaincant pour persuader les parents émiratis de permettre à leurs enfants d'apprendre à jouer d'un instrument. Dans les écoles publiques, les leçons de musique ont été abrogées depuis longtemps. Comment l'art et la religion peuvent-ils cohabiter à Dubaï? C'est difficile d'ordonner aux gens de ne pas être créatifs, de leur imposer des limites. Ça ne marche jamais. Ce ne sont pas des cobayes, ce sont des êtres humains, ils sont sensibles. Mais il est tout aussi difficile de ne pas tenir compte de la religion. Ce qui est important, c'est que les gens qui s'intéressent à un domaine artistique particulier peuvent le trouver. Que ceux qui s'intéressent à un domaine comme la calligraphie musulmane et à d'autres choses plus proches de nos traditions soient également représentés. Et ceux qui ne veulent pas être confrontés à tout ça sont invités à rester chez eux et à ne pas entrer dans ce cercle. Une des grandes forces de Dubaï, selon moi, c'est qu'on peut y mener la vie qu'on veut. La ville n'impose aucune structure à personne. L'histoire le montre. Les Émiratis, et les habitants de Dubaï en particulier, se sont toujours montrés très tolérants envers les autres cultures. Ceux qui sont contre l'art n'ont qu'à s'abstenir d'aller au vernissage. À Dubaï, religion et modernité cohabitent avec pragmatisme. Bien que le pays soit régi par la charia, la loi canonique de l'islam, son interprétation est des plus souples. Une scène artistique jeune et branchée a d'ailleurs commencé à investir la ville. Sonny Rabar exploite une galerie à la mode. Lamia Gargash est artiste photographe. Elle a acquis une certaine renommée internationale. Bien qu'elles vivent dans un pays musulman, les deux femmes reflètent bien leur génération. Des jeunes tournés vers le monde et qui réussissent bien dans la vie. Ils ont beaucoup voyagé, parlent plus l'anglais que l'arabe, mais se sentent profondément attachés à leur pays. Lamia Gargash a 28 ans. Elle a laissé dans sa voiture son abaya, la longue robe traditionnelle, car elle n'est pas pratique pour effectuer un raid photographique illégal dans des maisons vouées à la démolition. Je suis née ici. J'y ai vécu toute ma vie et j'ai vu énormément de changements. Ceux qui découvrent le pays aujourd'hui n'ont pas idée de tout ce qui a été perdu. Ils ne voient que le présent. Pour les étrangers, c'est sans doute palpitant de découvrir tout ce qui est nouveau et moderne ici, et commercial dans un sens. Mais moi, j'ai vécu tous ces changements. Je ne les appréhende pas de la même façon. Avec son 4x4 et un appareil photo Hasselblad, Lamia se bat contre le temps. Avant la crise économique mondiale de 1929, Dubaï était habité par des bédouins et des pêcheurs de perles. En 1966, la découverte du pétrole a apporté une prospérité soudaine. Depuis cette époque, de nouvelles constructions remplacent périodiquement les précédentes.
Alors qu'elles n'ont pas 20 ans, ces maisons doivent déjà faire place nette. Il faut une génération entière pour que la prospérité atteigne toutes les couches de la société. Pour mieux exploiter le terrain, qui vaut une fortune, on construit des gratte-ciel. La période transitoire donne naissance à des paysages fantômes. Des natures mortes de la mutation que Lamia immortalise sur pellicule. Il y a 2 ans, quand j'ai passé mon master, l'art était un passe-temps pour moi. Il n'était pas pris au sérieux. Aujourd'hui, je pense que c'est mieux pour moi d'être artiste à Dubaï plutôt qu'en Europe. On s'arrache presque nos œuvres. Le public international est très curieux de voir ce que nous avons à dire. Surtout nous, les femmes. Il veut savoir comment nous voyons les choses. On s'intéresse beaucoup à nous ici, et à l'étranger aussi. On assiste à un passage radical de l'art occidental vers l'art oriental. Et au milieu de tout ça, il y a Dubaï. Il est essentiel d'établir un centre majeur pour l'art en Asie. Il y a tant d'initiatives, tant de développements palpitants sur une vaste étendue géographique qu'il faut bien avoir un endroit où les gens peuvent se réunir. Le goût des Arabes est souvent perçu comme étant trop riche, trop décoré. Comme la déco de la salle dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Mais il y a une autre facette. L'Anglais John Martin a créé la première foire d'art contemporain de Dubaï. Au départ, il se demandait s'il parviendrait jamais à remplir les grandes salles d'exposition. Mais il a très vite été harcelé par les galeries. Elles voulaient toutes venir à Dubaï pour avoir leur part du gâteau. Une ville nouvelle est en train de naître. Une ville du XXIe siècle, avec une nouvelle population. Et les artistes trouvent ça très palpitant. C'est vraiment fantastique. C'est stupéfiant. Par rapport à l'année dernière, tu t'es vraiment surpassé. Les œuvres sont absolument incroyables. Je suis content qu'un tel événement ait lieu dans notre région, au Moyen-Orient. Ça encourage les gens à comprendre l'art contemporain et ça les incite aussi à s'impliquer. C'est ce qui se passe ici aujourd'hui. Les gens, surtout les Occidentaux, trouvent ça étrange qu'un collectionneur arabe achète une œuvre d'Andy Warhol. Mais ce n'est pas plus étrange qu'un collectionneur londonien ou berlinois qui achète une œuvre islamique, ce qui se fait d'ailleurs depuis des siècles. Ça n'a pas de sens de dire que les gens devraient collectionner uniquement des œuvres de leur région ou de leur propre culture. Ce qui est bien dans le développement de l'art à Dubaï, c'est que le gouvernement s'est impliqué tardivement. C'était une initiative très audacieuse. On sent bien cela à Dubaï. Le gouvernement ne doit pas systématiquement intervenir pour créer quelque chose. Tout cela s'est fait de façon très vivante. Cette nuit, il a plu. C'est extrêmement rare, raconte Sunny, qui est galeriste. Comme tout le monde à Dubaï, elle passe trop de temps dans sa voiture, beaucoup trop. La circulation à Dubaï est vraiment un point noir pour tous les automobilistes. Le problème de Dubaï, c'est que ce n'est pas une ville pour piétons. Et donc, tout le monde conduit. Nous n'avons pas encore de réseau de transport public, bien qu'ils soient en train de construire une voie ferrée. Elle sera ouverte cette année. Je l'espère, du moins. La galerie The Third Line se trouve au cœur de la zone industrielle Al-Quoz. Sunny est iranienne, mais elle a grandi à Dubaï. Elle a étudié les arts et a travaillé comme organisatrice d'expositions aux États-Unis. De retour au pays, elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup d'artistes talentueux au Moyen-Orient. Mais certains avaient uniquement du succès en Occident, faute d'un centre culturel pour les promouvoir dans la région du Golfe Persique.
La galerie The Third Line devait être une plateforme, mais il était impossible d'ouvrir un espace artistique à but non lucratif. Pour faciliter notre existence, on a donc ouvert une galerie commerciale. Les débuts ont été très difficiles parce qu'on voulait faire des expositions qui n'étaient pas forcément commerciales, monter un programme qui ne rapportait rien. Mais finalement, ça nous a profité. Ça nous a obligés à travailler d'une manière différente et plus créative. The Third Line, la troisième ligne, est la galerie la plus courue du monde arabe. Elle a transformé la zone industrielle en mecque de la nouvelle scène artistique. La perspective de voir ce quartier morne devenir à la mode a fini par attirer les spéculateurs. Le propriétaire de Sony a d'ailleurs mis fin au contrat de location de la galerie. Michael Schindelm et Michael Al-Gergaoui connaissent bien ce problème. Ils veulent désormais aider les institutions culturelles à trouver des espaces à loyer raisonnable. À Dubaï, les prix de l'immobilier atteignent des sommets absurdes. Mais cela reste malgré tout le meilleur endroit de la région pour faire commerce avec l'art. Les anciens centres culturels du Moyen-Orient comme Beyrouth, Le Caire et Téhéran ne sont pas stables d'un point de vue politique et économique. À mon avis, Dubaï est une nouvelle plateforme idéale. L'histoire de Dubaï est allée vite, un peu trop vite. La ville se cherche une identité. L'art peut l'aider à la trouver. Et à Dubaï, tout ce qui est utile est bon. Michael Schindelm est à la recherche d'œuvres représentatives pour son pavillon censé représenter Dubaï à la foire d'art contemporain de Bâle. Aujourd'hui, il rend visite à la galerie Flying House. Salut Michael. Ouais, je suis content de te voir. Sois le bienvenu. L'art contemporain a émergé à Dubaï dans les années 80. Abdul Rahem Sharif, ancien homme d'affaires très fortuné, collectionne tout ce que les premiers artistes contemporains ont produit dans les Émirats. J'ai commencé à m'impliquer avec des artistes au milieu des années 80. J'avais beaucoup de mal à faire accepter au public qu'il y avait de l'art contemporain chez nous. Personne ne voulait me croire. Alors j'ai décidé d'ouvrir cette galerie. Ça n'a pas été facile d'imposer un art comme celui-là. Au début, il était rejeté par le public. C'est quoi ça? Ce n'est pas de l'art, c'est de la foutaise. Hassan Sharif, le frère d'Abdul Rahem, a sans doute été le premier artiste contemporain de Dubaï. Après des débuts de caricaturiste, il est parti étudier les beaux-arts à Londres. De retour à Dubaï, il a présenté à ses concitoyens des œuvres qu'il n'avait jamais vues. Dès le départ, nous avons dû éduquer le public. Quand les gens venaient à la galerie, ils demandaient « C'est quoi une galerie? C'est quoi la peinture? Pourquoi imprime-t-on des cartons d'invitation? Pourquoi y a-t-il une plaquette? À quoi ça rime? Vous faites quoi ici ?» Pour les Émiratis, l'art visuel se limitait à un tableau représentant un cheval splendide. Hassan Sharif avait d'autres motifs en tête. Il s'intéressait à des objets insolites fabriqués avec des matériaux bon marché. Ce tonneau en carton a fait scandale en 1984. Qu'est-ce que c'est? C'est nouveau? Ah, c'est le tonneau. Oui, le tonneau. C'est une longue histoire, pas vrai?
C'est un tonneau qu'il a fabriqué avec du carton, du fil métallique et de la colle, et il l'a peint de la couleur d'un tonneau. Ensuite, il l'a apporté à la salle d'exposition. Cette œuvre a été rejetée en bloc par la communauté artistique et par les visiteurs. Ils ont eu une réaction très virulente. Ils lui ont dit à mon frère qu'il n'était pas un artiste, qu'il devrait être exclu de la communauté artistique. Certains ont même exigé qu'il soit brûlé vif. Soudain, tout le monde s'est mis à nous attaquer, à nous railler. Tous les médias se sont ligués contre nous. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui recherchent ce genre d'œuvre. Moralité, on n'a pas le droit de détruire l'art. Nous pensons qu'il faut éduquer notre société pour faire comprendre l'art. L'art, la musique et la danse aussi. C'est très important. Ça n'existe pas ici. L'art visuel a déjà fait un très long chemin chez nous aux Émirats, mais pour ce qui est de la musique et de la danse, c'est le désert. En 2005, on m'a contacté pour le Shopping Festival de Dubaï. On m'a demandé de composer une symphonie de Dubaï pour la cérémonie d'ouverture. J'ai accepté cette proposition. C'est aussi pour cette raison que j'ai fini par décider de m'installer à Dubaï. À partir du moment où on me donnait l'occasion de diriger un grand orchestre pour l'ouverture du Shopping Festival de Dubaï, avec une œuvre que j'avais composée moi-même, je me suis dit qu'il n'y avait pas lieu d'hésiter. Les conditions étaient idéales. Mais en janvier 2006, le cheikh décède. Le Shopping Festival est annulé. Philippe Mayer, qui est par ailleurs un ancien pilote de la Lufthansa, décide tout de même de rester à Dubaï et monte son propre orchestre symphonique. Les musiciens de l'Orchestre Philharmonique des Émirats Arabes Unis répètent une fois par semaine dans la salle des fêtes d'une école. Mais ils n'ont toujours pas reçu la moindre subvention publique. Elena, tu peux accorder tout le monde ? Il faut vraiment faire ça avec passion. Ça a été très difficile. J'ai commencé avec 4 musiciens, puis 8, puis 12. L'orchestre s'est agrandi petit à petit jusqu'au jour où le nombre de musiciens, ou plutôt l'ensemble des musiciens, était digne d'un orchestre philharmonique. L'hymne national. Vous devez l'avoir. On va commencer. Vous trouverez bien. Okay, right. Philippe Mayer fait preuve de tact et de persévérance. C'est ainsi qu'il gagnera la reconnaissance de son orchestre. Mais le cheikh Al Maktoum et l'administration de la culture ne lui ont pas encore versé le moindre centime. Pourtant, son orchestre symphonique, composé d'amateurs, est le seul des Émirats Arabes Unis. Le problème que nous avons avec l'Orchestre symphonique des Émirats Arabes Unis, c'est de faire comprendre que la culture n'est pas gratuite, que le retour sur investissement n'est pas immédiat. Or, Dubaï est uniquement tourné vers la croissance économique et financière. Nous avons énormément de demandes pour des événements d'entreprise.
Il s'agit le plus souvent de soirées de gala avec des VIP de grandes multinationales. On joue alors un mouvement d'une symphonie de Dvorak, par exemple, et à la fin de la soirée, le thème de James Bond, ce genre de choses. Il nous arrive aussi de commencer avec une œuvre arabe. Dans ce cas-là, on fait appel à un orchestre arabe qui joue sur instruments traditionnels. Et on termine avec l'ouverture de la flûte enchantée. Comparé à la conception occidentale du travail d'un orchestre symphonique, ce que nous faisons ici s'apparente plus à une aventure. D'un autre côté, ça permet de faire connaître l'orchestre auprès de la population. Et puis ça introduit au travail d'orchestre des musiciens qui, sans cela, n'auraient jamais connu cet univers. Ça éveille l'intérêt des gens. Sans verser dans l'extrême, nous devons tout de même faire preuve de populisme dans nos choix musicaux. Dubaï accomplit un grand écart faramineux. En privé, les Émiratis essaient de rester entre eux afin de préserver leurs traditions. Pourtant, la ville progresse à un rythme hallucinant. Quel autre pays serait capable de supporter la présence de 85% d'étrangers? Lamia Gargash, l'artiste photographe, vit encore chez ses parents, comme tous les jeunes Émiratis qui ne sont pas mariés. Sa famille se retrouve tous les vendredis dans la maison de la grand-mère. Ces réunions de famille permettent de raconter les dernières nouvelles, de voir nos grands-parents, de leur témoigner notre respect. C'est important de perpétuer ces réunions. Le grand écart entre tradition et modernité, les membres de la famille Gargash l'éprouvent chaque jour. Leur mode de vie traditionnel et leur ouverture envers autrui ne sont pas en contradiction. Le Coran et l'art, tous deux ont leur place, estime le cousin de Lamia. Nous sommes devenus plus modernes. Nous avons changé notre façon de vivre et nos activités quotidiennes. On évolue lentement dans une autre direction. Heureusement que nous avons notre art comme une constante. Il nous rappelle nos traditions et combien les choses étaient simples autrefois. La famille Gargash fait partie des plus nantis de Dubaï. Elle est milliardaire. Est-ce la raison pour laquelle Lamia et ses sœurs ont suivi des cours de piano et ont été autorisées à devenir artistes? Chaque famille est différente, nous confie leur mère. Elle n'a pas oublié qu'à une époque, tout était très différent. Pourtant, c'est elle qui a permis à ses filles de mener une vie émancipée. Les Émiratis savent faire beaucoup de choses, mais nous tenons aussi à préserver notre culture. Et dans le même temps, nous sommes ouverts, mais il y a aussi quelque chose qui nous retient. Cela dit, les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent, je leur fais confiance. Ils peuvent aller où ils veulent. Quand Lamia s'est lancée dans l'art, j'ai vu beaucoup de filles émiraties faire de même. Aujourd'hui, elles sont très nombreuses à s'intéresser à l'art. L'anglais n'a pas de secret pour la famille de Lamia. Même le cacatoès de la grand-mère s'y est mis. Pour les Émiratis, il n'y a rien de plus normal que de parler anglais. À l'époque, nous avons dû adapter notre communication pour faire du commerce. Après la fondation des Émirats arabes unis, et même avant ça, avec la venue des compagnies pétrolières, certains emplois très bien payés exigeaient de parler anglais. Peu à peu, les préjugés contre cette langue ont disparu. Sur le plan professionnel, je n'ai pas l'habitude d'expliquer mon travail en arabe. C'est devenu une langue qu'on ne parle plus qu'à la maison, ce qui est très triste. Même entre nous, entre arabes, on parle plutôt anglais. Ou bien quand on parle arabe, on introduit dans nos phrases des mots anglais ou des phrases anglaises.
Il y avait un tel boom à Dubaï. La croissance allait si vite qu'on a compris que les étrangers n'allaient pas consacrer 3 mois à des leçons d'arabe. Ce sont donc les Émiratis qui se sont mis à parler anglais avec les étrangers. Berlin. Michael Schindelm arrive en mission. En Allemagne, sa fonction à Dubaï est vue d'un mauvais œil. La presse dresse l'image d'émiratis richissimes qui utilisent leurs pétrodollars pour acheter en masse de l'art occidental. Je ressens un profond scepticisme en Allemagne par rapport à ce qui se passe dans les Émirats et aussi par rapport à ce que je fais là-bas. Il faut comprendre qu'en dehors de l'Europe et en dehors de l'Allemagne, il y a d'autres cultures, d'autres sociétés. Que ça nous plaise ou non, elles existent et elles se développent fortement, rapidement et de façon très offensive. Ce conservatisme culturel ne nous permettra pas d'éviter de nous confronter à ces autres cultures. À ma droite, il y a quelqu'un que nous connaissons très bien à Berlin. Michael Schindelm vient nous voir en tant que directeur de la culture de la Société des Arts et Cultures de Dubaï. Mesdames, Messieurs, la région du Golfe est très riche. Mais elle n'est pas seulement riche en pétrole, elle est également riche de son humanité et de sa créativité. Michael Schindelm annonce une coopération avec 3 musées allemands. Ensemble, ils veulent construire un musée universel à Dubaï. Les questions des journalistes montrent à quel point le moindre échange culturel avec la ville du Golfe est vu d'un mauvais œil. Pourquoi? Ont-ils peur de la nouveauté qui se crée là-bas? Estiment-ils que les habitants du désert et la culture européenne ne font pas bon ménage? Ou bien sont-ils agacés de voir notre précieux patrimoine bradé sordidement pour de l'argent? Warum soll es das in einer Stadt, die inzwischen schon so groß ist wie Hamburg und in Kürze so groß wie Berlin sein wird? C'est très agréable d'être à Berlin. Mais bien que la ville soit internationale, elle est très loin d'être aussi internationale que Dubaï. Là-bas, ça bouge sans cesse. L'ambiance est très jeune, c'est très animé et très impertinent aussi. D'un autre côté, la pression générée par cette dynamique est aussi très fatigante. Le soir, première à l'Opéra National avec Daniel Barenboim à la baguette. Michael Schindelm est heureux de retrouver l'ambiance d'une salle prestigieuse. Il rêve d'inviter Daniel Barenboim à Dubaï, mais ses responsables à Dubaï ne sont pas du tout séduits par cette idée. Alors, c'est bon pour janvier? Je dois voir. Je vais m'en occuper avant la fin du mois. Je vois Zaki la semaine prochaine. Avez-vous des craintes politiques? Des craintes? Non, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'ils n'osent pas se lancer. Oui, si les autres... Ici, c'est une réaction en chaîne. C'est donc plus facile, sans doute. Quand repartez-vous? Demain. Demain. Je ne suis là qu'aujourd'hui. Venez un jour bavarder quand il n'y a pas de concert. La prochaine fois, je resterai plus longtemps. Oui, pas pendant un concert. D'accord. Étape suivante de sa tournée européenne, le vernissage du festival Art Basel dans le musée du design Vitra. L'exposition a été baptisée Dubai Next, construction d'une culture du XXIe siècle. Schindelm et son équipe ont travaillé des mois à ce projet. Leur chef, le prince Majid, âgé de 22 ans, vient inspecter le pavillon. Soyez le bienvenu. C'est formidable que vous ayez pu venir.
Le chef semble satisfait du travail de ses agents. Dubaï se donne beaucoup de mal pour dorer sa réputation. À la longue, le toujours plus haut, plus vite, plus loin, ressassé avec insistance par les médias occidentaux, a fini par s'émousser. Je pense que Dubaï a eu raison d'organiser cette exposition. Elle montre clairement qu'il existe là-bas des approches intéressantes pour la communication culturelle. Cette journée est un succès aussi bien pour Dubaï que pour moi. Parfois, on a des doutes que ça profite aux deux, mais dans ce cas-là, c'est un succès pour Dubaï et pour moi. Quelques mois plus tard, la situation a complètement changé. Le monde est secoué par une crise financière catastrophique. Dubaï est fortement touché par la crise. Les pétrodollars ne représentent que 10% de ses richesses. Quel sort réserve l'avenir à cette ville ? Michael Schindelm est passé à la camomille. Beaucoup d'habitants de Dubaï ont du mal à digérer la crise. La vue depuis les baies vitrées du 49e étage offre une image troublante. La ville a énormément changé au cours des 3 derniers mois. Ça se sent. Les gens ne parlent plus des mêmes choses. L'animation est retombée. La ville est dominée par une ambiance étrangement molle. Ce qui est curieux, c'est qu'avant, la ville me tapait parfois sur le système parce qu'elle était hyperactive. Mais c'est plus inquiétant encore de la voir aussi calme. Vu d'ici, il n'y a plus d'embouteillage. Bien que je déteste les embouteillages, je suis presque heureux quand j'en vois un, parce que j'ai l'impression que l'animation reprend. Ce chantier-là n'est plus qu'une sablière. On ne voit plus aucun camion passer. Les grues ont disparu. À l'heure actuelle, il est clair que la culture n'est pas prioritaire. Nous le ressentons fortement. Nous n'avons pas encore reçu de budget pour l'année 2009, alors qu'elle a déjà débuté. Nous passons pas mal de temps à nous tourner les pouces, parce que bon nombre de projets que nous avions prévus en 2009 auraient dû être lancés depuis longtemps. Les concerts et les expositions n'auront pas lieu. Nous devons les repousser. Dubaï, en temps de crise, est une ville déprimante. Les grues sont à l'arrêt et les actualités annoncent chaque jour des licenciements en masse. Sur le 1,5 million d'habitants de Dubaï, 100 000 seraient déjà partis tenter leur chance ailleurs. Et la culture. Tous les projets ont été mis en veilleuse. La construction de l'opéra, le projet Prestige de Michael Schindelm, a été repoussé à une date indéterminée. Le funambule, la sculpture qui domine l'entrée du quartier des finances, prend soudain une toute nouvelle signification. Certaines entreprises voisines de l'administration dirigée par Michael Schindelm ont fait leur carton. L'équipe de la culture, elle, reste fidèle à son poste. Mais tous se demandent comment continuer. Il n'y a plus ni budget ni perspective. Nous n'avons même plus les équipements de base. Nous n'avons plus de fax, plus de photocopieuses. Même la machine à café destinée à tout l'étage a disparu. Mais on a toujours les outils pour effectuer le travail de bureau, comme cet objet dont j'ai oublié le nom. Une agrafeuse, c'est ça. Ça, nous avons encore. Quand on traverse une période aussi difficile que celle-ci, ce qui nous unit, c'est la foi. Je ne parle pas seulement de la foi religieuse, mais aussi de la foi en notre ville, de la foi en l'esprit de cette ville et aux choses auxquelles nous avons cru. Les gens ne viennent pas seulement à Dubaï pour faire de belles affaires. S'ils viennent à Dubaï, c'est parce qu'ils sont...
convaincu d'être à même de créer le changement, de reprendre des affaires qui peuvent prospérer. Il y a tant de contraintes dans la plupart des villes plus développées. Dubaï est intéressante en ce sens qu'elle est suffisamment développée pour jouer un rôle sur la scène internationale, mais pas suffisamment développée pour être bridée par la bureaucratie. Michael Schindelm a fini par jeter l'éponge. Il a donné sa démission. Sans projet, un directeur de la culture ne sert à rien. Il pense que la culture a un bel avenir à Dubaï. Mais la plupart de ses idées n'ont eu aucun écho auprès du cheikh, ou bien ne sont jamais parvenues jusqu'à lui. La crise financière a donné un coup fatal à cette collaboration. Le bilan après 2 années passées à tenter de développer la culture est bien sûr très mitigé. Sur le plan professionnel, c'est une expérience qui comporte des points positifs et des points négatifs, des succès et des revers. Sur le plan personnel, ça a été une expérience exceptionnelle. J'ai découvert un univers que je ne connaissais pas, dont je savais très peu de choses. J'ai aussi été confronté d'une façon radicale à ce que représentait la mondialisation d'une part et la vie traditionnelle des Bédouins d'autre part. Ça m'a profondément marqué et ça va certainement influencer le cours de ma vie, aussi bien professionnelle que privée. À Dubaï, les ouvriers immigrés ont seulement un contrat à durée déterminée. Leur permis de séjour expire automatiquement à la fin de leur mission. Ensuite, ils doivent retourner chez eux. Michael Schindelm s'envole sous d'autres cieux. Il a déjà une nouvelle offre d'emploi en poche. Il a toutefois gardé son appartement à Dubaï. Qui sait ?